Olga, ja cię pamiętam jeszcze. Olga, je me souviens de toi. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois il y a 12 ans à Fribourg, parce que moi je suis originaire de Fribourg et je t'avais à l'époque invité à une soirée d'auteurs. C'était vraiment une super soirée. Et je me souviens que nous avons parlé sur un parking devant un bâtiment très très laid. C'était un hôtel, l'hôtel NH à Fribourg. Et je t'avais demandé sur ce parking de quoi tu parles, sur quoi tu travailles. Et tu m'as parlé de quelqu'un qui s'appelait Franck, le 18e siècle. Et j'avais l'impression que tu te trouvais sous un poids. Quelque chose te pesait. Et franchement, je te regardais et tu me faisais peur. Est-ce que tu te souviens de cette situation? Tout à fait. Et effectivement, c'était un moment où j'étais vraiment fatiguée déjà par l'écriture. Et je suis contente que tu commences justement par ce moment-là. Parce que souvent, lorsqu'on rencontre nos lecteurs, nous parlons de comment c'est super et sublime d'écrire les livres, de travailler sur le mot écrit. Et pourtant, je dois dire, surtout avec le temps qui passe, je sens de plus en plus que c'est un des métiers les plus difficiles. C'est un métier qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifices, sans jamais avoir l'assurance du résultat. Et ce résultat dépend des choses, des situations sur lesquelles on n'a aucune influence. Là, on ne sait jamais à l'avance comment un livre va être reçu, comment il va être lu, alors que les coûts intellectuels, émotionnels et physiques que l'on investit dans une œuvre sont énormes. Les douleurs à la colonne vertébrale, on n'en parle pas assez. C'est un métier difficile physiquement également. Et je me dis que peut-être un sociologue devrait étudier l'économie de la création. Et je me demande en fait s'il est possible de calculer combien coûte une heure du travail d'un écrivain qui écrit un livre pendant plusieurs années. Et si l'on a des problèmes de colonne vertébrale, est-ce qu'on pourrait avoir un dédommagement? Je suis sûre que tu vas me demander aujourd'hui sur quoi je travaille à l'heure actuelle. Oui, ça sera ma deuxième question. Alors, je vais te dire que je suis en train d'écrire mon dernier roman, mon dernier grand roman. Parce que je suis venue à la conclusion que je ne serai plus en mesure de supporter intellectuellement, émotionnellement et physiquement, je ne serai plus en mesure de supporter cette charge. Là, la mémoire n'assure plus. Je suis obligée de me lever toutes les 20 minutes pour faire un peu de gym, pour me dégourdir. C'est intéressant que tu dis sur les études sociologiques. Je pense qu'il ne faudrait pas en faire parce que si on a les résultats, personne ne voudra devenir écrivain. Donc, je pense encore à cette discussion sur le parking, le 18e siècle, les franquistes. Et je me souviens que c'était cet énorme projet. Et après que les livres de Jacob ont paru, j'étais à l'aéroport de Varsovie et j'avais vu cette œuvre et j'avais encore un peu de place dans mon sac à dos et je me suis dit, oh non, c'est trop lourd. Je vais le commander plutôt par la poste. Donc, même en tant que lecteur, je me suis posé ce genre de questions. Mais est-ce que tu pourrais nous dire sur quoi tu travailles maintenant? Alors, je voudrais tout d'abord remercier la Fondation Jan Michalski parce que après que j'ai reçu le prix Nobel, j'ai essayé de revenir au travail et j'ai découvert que tous mes dossiers sont dans un état de désordre total.
et j'ai besoin de temps libre pour y mettre de l'ordre. Et ces 4 semaines que j'ai passées ici m'ont vraiment permis de me concentrer, de me recentrer. J'étais également en contact avec mon informaticien polonais qui, à distance, se connectait à mon ordinateur. Il fouillait à distance dans mon ordinateur, il retrouvait des dossiers que j'avais perdus. Donc voilà, tout est en ordre et je peux revenir à l'écriture de ce livre. Ah, c'est très intéressant ce que tu dis sur ce spécialiste. En lisant les livres de Jacob et maintenant également les banquets des épouses, j'ai parfois l'impression qu'une personne n'est pas capable de gérer ça. Donc toi, tu es l'écrivaine et tu dois le maîtriser. Mais est-ce que tu as une équipe qui travaille pour toi, des gens qui gèrent les archives, qui gèrent les aspects techniques? Bien sûr que non. Non, j'ai un mari. J'ai un mari qui parfois m'aide. Mais non, je n'ai aucune équipe. Et c'est pour cela que je dis que j'ai de plus en plus du mal. Mais je vais vous dire également que, bien évidemment, si cela ne m'apporte aucune satisfaction, je ne le ferai plus. Ce que j'aime le plus dans l'écriture, c'est la recherche, le travail de la recherche que je mène avant l'écriture. En fait, c'est comme si je faisais des études un peu excentriques qui ne mèneront jamais à rien. Mais même s'il s'agit d'un roman qui se passe à l'heure actuelle, et même dans une région que je connais bien, comme par exemple le banquet, il faut que je me renseigne, que je trouve d'autres perspectives. Donc, j'aime vraiment cette étape de la recherche, cette étape de fouille où je trouve des informations vraiment bizarroïdes, vraiment marginales, qui n'intéressent pas les historiens. Ce sont des petits détails qui passent à travers les mailles du filet et qui ne sont pas retenus dans nos grandes histoires sur le monde. Et par exemple, lorsque je faisais les recherches pour écrire le banquet des épouses, je suis devenue experte sur les méthodes sur les méthodes thérapeutiques pour la tuberculose. J'essayais de comprendre comment soigner la tuberculose et à quel point c'était inefficace. Et je découvrais plein de choses intéressantes, drôles, qui m'inspiraient et qui donnaient de la joie à ce processus narratif. Par exemple, j'ai découvert qu'au début du XXe siècle, chaque tuberculeux devait boire un verre de cognac avec du lait. On considérait que c'était une méthode extrêmement efficace, une méthode thérapeutique très efficace. Donc ces recherches que je mène me permettent toujours de créer un monde. Et ensuite, il devient plus facile de décrire ce monde. Peut-être je vais donc dire pour nos lecteurs francophones que ce roman dont nous sommes en train de parler n'est pas encore paru en français, mais il sera publié très bientôt. Mais je suis en train de le vérifier. Je dois vérifier comment c'est écrit parce qu'en polonais, le livre s'appelle Empusion horror przyrodoleczniczy. Je ne sais pas comment le traduire, donc on pourrait dire Le banquet des épouses, roman d'épouvante naturopathique. Znaczy, tutaj trochę się mówi spoilować. Est-ce que je peux faire un spoiler? Non, 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 ne dis pas qui tue. Bien évidemment, mais juste un peu. Juste pour intriguer un peu l'audience, le public. C'est un thriller, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut dire que l'action se déroule en Basse-Silésie? Tout à fait, en 1913, à Gerbersdorf. Gerbersdorf
a servi d'exemple pour Davos, ici en Suisse. C'est là-bas que les méthodes naturelles de thérapie tuberculeuse ont été découvertes. Elle se situe à 20 km de chez moi. Est-ce que tu connaissais cette histoire? Tout à fait. Je pense que tous les locaux connaissent cette histoire parce qu'il y a là-bas, à l'heure actuelle, des ruines d'un énorme sanatorium. Et je me souviens que ce bâtiment tenait encore debout dans les années 90. Il y avait un restaurant, on pouvait venir danser. Mais après 89, lorsque le régime en Pologne a changé, l'on a reprivatisé la propriété de manière très rapide. Et donc ce genre de monument historique était vendu à la va-vite. Donc ce bâtiment a été acheté par une personne privée et il paraît que c'est quelqu'un qui l'a acheté, qui l'a assuré et qui y a mis le feu pour récupérer l'argent de l'assurance, malheureusement. Donc, à l'heure actuelle, ce sont des ruines. Il y a une fondation qui essaie de reconstruire le bâtiment. Il y a un festival. Donc, Sokołowsko est connu pour le fait qu'il y avait un sanatorium, mais je pense que les détails sont peu connus. Un habitant de Gerbersdorf, donc à Sokołowsk à l'heure actuelle, il m'a beaucoup aidé. Il était également en contact avec les Allemands d'avant la guerre. Il a recueilli beaucoup d'informations qui m'ont aidé et je les remerciais dans le livre. Tu y penses depuis longtemps d'écrire ce livre sur Gerbersdorf, sur le sanatorium, ou est-ce que c'est une idée qui t'est venue après le prix Nobel? Ça va peut-être vous faire rire, mais les idées pour les livres, chez moi en tout cas, ne sont pas linéaires. Moi, je pense que j'ai eu les idées pour tous les livres que j'ai écrits il y a une trentaine d'années déjà. Et j'écris parfois des livres en parallèle. Le meilleur exemple sont les livres de Jacob et sur les ossements des morts que j'ai écrits en parallèle, des livres très différents. J'avais été invitée aux Pays-Bas pour une résidence où j'écrivais les livres de Jacob. Mais ce travail historique pour reconstruire la vie des franquistes, cela a commencé à m'ennuyer, pour vous dire vrai. Et donc, j'ai installé dans ma chambre une deuxième petite table sur laquelle j'ai commencé à écrire des choses pour un polar. Donc, quand j'en avais marre du XVIIIe siècle, j'abandonnais mon grand bureau et je passais à cette petite table où je me distrayais en écrivant un polar. Et ce polar, pour moi, était très personnel. Parce que j'avais perdu mes 2 chiens peu de temps auparavant. En fait, ils sont partis de la maison et ils ont disparu. Pourtant, je les ai cherchés partout. Après, quelqu'un m'a dit qu'il y avait une grande chasse à ce moment-là dans les parages. Et il paraît que les chasseurs tuent les chiens qui se promènent sur les terrains de chasse. Et donc, voilà comment le livre est né. Et je pense que psychologiquement, on pourrait dire que c'était un acte de vengeance sur ces chasseurs que j'ai écrit ce livre. Écrire pour se distraire de l'écriture, c'est intéressant. Souvent, je dis à mes élèves qui se trouvent bloqués d'écrire autre chose. Pour ce qui est du banquet, je pense qu'en 2012, j'ai commencé à avoir l'idée. Bien évidemment, dans chaque
Dans chaque texte que j'ai lu sur le banquet des épouses, l'on parle de la montagne magique. Et je trouve ça même un peu agaçant parce que vraiment, dans chaque texte. Et personnellement, moi, j'ai pensé également au Sanatorium sous la clepsydre, le livre de Haas. Mais après, j'ai lu un de tes essais où tu parles de la lecture. Et tu dis que tu as cette politique, lire un livre, relire un livre tous les 10 ans. Et l'exemple que tu cites, c'est La montagne magique, parce que tu dis que ce livre change. Donc, est-ce que tu avais vraiment l'impression que tu es en train de réécrire ou ironiser Thomas Mann? Ce livre est certainement une paraphrase ironique de Mann. Et peut-être que cela va être considéré comme une insulte. Mais moi, j'adore Mann. Je ne serais pas ici s'il n'y avait pas Mann, s'il n'y avait pas eu Mann. J'admire sa technique littéraire, j'admire sa personnalité. Je pense que j'ai écrit La montagne magique 6, 7 fois. Je pense que j'ai commencé à 15 ans. J'ai été à genoux. Je pensais que c'était un discours civilisationnel incroyable. Je vérifiais tout dans une encyclopédie. Et la 3e fois, j'ai découvert que ce livre est assez drôle. C'est amusant, ironique. Thomas Mann, en l'écrivant, visiblement s'amusait bien. À la 6e lecture, j'ai compris que c'était un livre misogyne. Et je me suis mise à réfléchir comment j'avais pu aimer ce livre autant auparavant. Mais c'est un chef-d'œuvre. Donc, à chaque fois, j'y trouve quelque chose de nouveau. Et à la 7e lecture, j'ai découvert Émérance. Et il y a là une scène, parmi un millier d'autres scènes. Peppercorn, qui vient pour un séjour bref, invite tous les autres pour une tournée de vodka. Et il demande de la vodka à la serveuse. C'est quelqu'un de très riche. Et donc, il n'a plus besoin de bien parler. Il est tellement riche, il a tellement de pouvoir que tout ce qu'il dit est admiré. Donc, il appelle la serveuse. Et la serveuse apparaît. C'est une petite femme handicapée. Et lui, Peppercorn, la maltraite, lui parle mal, la traite comme un enfant, comme un être humain imparfait. Et il lui dit, « Comment tu t'appelles, ma pauvre ?» Et elle dit, « Émérance. » Et cette scène m'a vraiment étonnée. La serveuse disparaît, on ne la reverra plus. Et là, j'ai senti, comme un chien, j'ai senti que j'y tenais quelque chose. Je me suis dit, Émérance, mais c'est quoi comme prénom? Pourquoi Thomas Mann avait besoin de ce personnage qui apparaît comme un météorite? Et peut-être que c'est une théorie de complot que je veux vous présenter. Mais cette théorie m'a inspiré. Émérance est un prénom extrêmement rare. Et ce nom est issu de la mythologie chrétienne, on pourrait dire. C'était le prénom de l'arrière-grand-mère de Jésus. La mère de Jésus s'appelait Marie, la grand-mère s'appelait Anne, et donc l'arrière-grand-mère s'appelait Émérance. Elle est souvent représentée comme une vieille femme avec un grand manteau qui met à l'abri les 2 autres femmes avec le bébé Jésus.
C'était un imaginaire qui, jusqu'à l'époque baroque, était assez répandu dans le monde européen, sur le continent européen. Et après, ce motif a disparu et je pense que vous êtes peu nombreux à connaître ce personnage. Pour moi, pourtant, il s'agit d'une déesse parce qu'elle personnifie l'héritage féminin, n'est-ce pas? Puisqu'il s'agit d'une aïeule de Jésus. Et donc cette image de cette vieille femme, avec son grand manteau qui protège Sainte Anne, la Vierge Marie et Jésus, on pourrait dire que c'est un personnage païen, mais qui relie ce culte païen de déesse à la chrétienté. Et donc, je reviens à ce que je voulais dire. Thomas Mann était un génie. Il contrôlait tout ce qu'il écrivait et il préparait le moindre dialogue très en détail. Il y a des rapports qui nous disent qu'il recopiait les échanges publiés dans le journal. Est-ce que cette scène aurait pu se retrouver dans son livre par hasard? Je sais que je parle de lui comme s'il était Dieu, mais si c'est vraiment par hasard, alors il n'était pas un écrivain aussi génial. Mais s'il l'a fait exprès, qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Justement, le rôle d'un écrivain, c'est de poser de telles questions. Et les lecteurs devraient trouver des réponses, au moins pour eux-mêmes. Je me rappelle de cette scène du banquet des épouses, mais je ne me rappelle pas de cette scène que tu évoques de la montagne magique, car je l'ai lue que 3 fois. Oui, cette scène n'apparaît qu'à la 7e lecture de ce livre. Oui, en effet. Tu viens d'évoquer Thomas Mann, qui pour toi est un excellent écrivain. Et maintenant, je voudrais parler de ton discours lorsque tu as reçu le prix Nobel, un narrateur tendre. Ce discours a été traduit dans de nombreuses langues. Et lorsque j'ai lu tes paroles, bien sûr, j'ai vu que ce tendre narrateur se trouve dans le banquet des épouses, car c'est ce narrateur que tu décris comme un narrateur à la 4e personne, qui est au-dessus de tout, qui voit tout. Et je voudrais savoir si Thomas Mann a déjà ce genre de narrateur ou pas. C'est une question intéressante, je ne m'y suis jamais penchée. Je pense que oui. Je pense que la montagne magique est tellement fascinante qu'il y a ce genre de narrateur qui est très agile, qui se déplace dans le temps, qui rentre dans les têtes, dans les cerveaux de tous les protagonistes, qui change de perspective. Lorsque j'ai lu ton discours pour la première fois, je t'ai vu toi, j'ai vu bien sûr les livres de Jacob, le personnage de Yenta, mais je pensais que c'était vraiment ton style personnel. Mais lorsque j'ai enfin lu Le banquet des épouses, et en me rappelant les livres de Thomas Mann, je me suis dit que vos écritures se ressemblent. Et que justement, lui aussi, il a ce narrateur omniprésent et qui utilise le pronom « nous ». Moi, je pense que c'est Bruno Schulz qui serait encore plus proche. Bruno Schulz utilise très souvent ce narrateur au pluriel, qui utilise le pronom « nous ». Et ce narrateur qui décrit les événements qui ont commencé dans le passé mais qui ne sont pas encore terminés, et qui parle de ses habitudes. En polonais, nous avons une forme de verbe qui rend ceci.
Et j'aime bien ce narrateur car il est encore plus intense qu'un narrateur habituel. En plus, Bruno Schulz change de perspective très souvent. Parfois, on voit quelque chose du vol d'un oiseau. Parfois, on voit la hauteur très bas, au ras de la terre. Donc, on peut voir tous les phénomènes. Est-ce que dans Le banquet des épouses, il y a plus de Thomas Mann que de Bruno Schulz? Je ne sais pas. Je me considère comme leur fille, leur héritière. Je suis également l'héritière de cette tradition de l'Europe centrale qui aime bien tous ces narrateurs très flexibles. Chez Kafka, on a le même style, le même type de narrateur, j'ai l'impression. Si je dois parler de mon écriture, je m'inscris dans cette tradition de l'Europe centrale et je veux être dans cet endroit-là. Tu es également une fille de bibliothécaire. Je viens de le découvrir dans un de tes essais et dans un de tes textes. Je voudrais te poser une question. Peut-être tu ne sais pas la réponse. Est-ce que tu sais d'où je viens? Où j'ai été élevée. Je sais seulement que ta grand-mère vient de Wrocław. Moi, je suis née dans une ville qui a certains liens avec toi, à Bielefeld. Est-ce que tu te rappelles, Bielefeld? Je dois peut-être l'expliquer à notre public. Le 10 octobre 2019, on a découvert les textes, les nouvelles qui parlaient de ce prix Nobel que Olga Tokarczuk a reçu pour l'année 2018. Et toi, tu l'as découvert dans la voiture en allant à Bielefeld. Oui, en effet. Je ne savais pas que tu étais de Bielefeld. Et après, j'ai appris que cette ville, pour les Allemands, c'est un non-endroit. Un endroit qui se trouve quelque part au centre du pays, mais que personne ne connaît. Et moi, je dois dire que, comme toi, tu n'aimes pas les questions sur le prix Nobel, moi, j'aime pas les questions sur Bielefeld, parce que Bielefeld, en réalité, n'existe pas. Et je me rappelle que par la suite, ma mère m'a envoyé une photo d'un journal local et on te voyait avec le maire sur cette photo à la bibliothèque locale. Et pour moi, cette photo est importante parce que cette bibliothèque compte pour moi. Et je me suis dit, c'est un lien curieux, intéressant. Et maintenant, je voudrais revenir à la question du narrateur. Tu parles souvent de cette tendance qu'on observe dans la littérature contemporaine où les écrivains parlent à la première personne, où les auteurs veulent s'exprimer. Chacun veut décrire son expérience. Et pour toi, c'est problématique, si j'ai bien compris. Pourquoi? Je dois avouer que j'observe cette tendance. Et ce genre de narration peut être génial, formidable. Mais moi, depuis toujours, je m'attendais à ce que la littérature soit universelle, différente, qu'elle dépasse ce jeu personnel d'une personne. Et j'ai l'impression que la littérature nous offre de telles possibilités. Et pour moi, la littérature, ce n'est pas seulement de l'autofiction. Aujourd'hui, on voit ce genre de récit. Je vais vous décrire ma famille. Je vais vous décrire mes voyages. Et peut-être, je vais vous dire comment moi, je perçois le monde. Et j'estime que c'est vraiment dommage qu'on n'exploite pas toutes ces possibilités que la littérature nous offre, qu'on se limite à son point de vue personnel. Bien évidemment, je ne veux pas critiquer tout cela. Il y a différentes approches, différents caractères, mais je pense que la littérature nous offre la possibilité de voir le monde
comme un ensemble, nous donne la possibilité de se libérer de ce jeu, de ce moi, de rentrer en contact avec d'autres existences. Peut-être j'exagère, peut-être je deviens un peu trop mystique, mais je préfère ce genre de littérature qui pour moi est plus ambitieuse et qui peut nous libérer de ce point de vue très égocentrique où on se voit au centre de l'univers. Et peut-être je le perçois comme ça parce que je ne sais pas écrire à la première personne. J'ai peut-être écrit 2 ou 3 contes de telle manière et je me sens presque gênée par ce fait. J'ai l'impression qu'un écrivain doit trouver son narrateur qui va narrer ce conte, cette histoire. Et l'histoire dépend ensuite de ce narrateur. La manière dont les autres, les lecteurs vont comprendre cette histoire dépend de ce narrateur. Donc lorsqu'on utilise le jeu, on limite tout ceci. Est-ce que, à part Thomas Mann, La montagne magique, tu as d'autres livres de ce type que tu aimes bien relire tous les 10 ans? Oui, les livres de Faulkner. En Pologne, il y a une tendance à retraduire à nouveau les classiques. Chez nous, en Pologne, nous avons d'excellents traducteurs et cet art de traduction est à son sommet. Et donc, aujourd'hui, on a à nouveau de nouvelles traductions contemporaines. Et c'est vraiment très positif pour ces livres. Par exemple, je relis fréquemment Montaigne. Peut-être cela peut surprendre les lecteurs francophones ici en Suisse. Par exemple, une amie française me disait que pour les Français contemporains d'aujourd'hui, Montaigne est difficile, que sa langue est difficile, qu'il est difficile de le comprendre. Mais nous, en Pologne, on a les traductions de Boy-Jeleński qui utilise un langage magnifique. On lit ces livres comme des livres policiers. Donc j'aime bien revenir à ces livres. Je relis très volontiers Bruno Schulz. C'est un écrivain qui stimule la créativité littéraire. Il est très particulier, personne ne sait l'imiter. J'ai l'impression que lorsque j'ai une crise dans ma créativité littéraire, il suffit que je prenne son livre, que je lise 3 pages et je retrouve mon inspiration, je peux écrire à nouveau. J'ai toute une série de livres de ce type. Et en ce qui concerne la littérature contemporaine, est-ce qu'il y a des livres qui te fascinent? Qu'est-ce que tu comprends par la littérature contemporaine? Est-ce que Sebald, pour toi, c'est un écrivain contemporain? Oui, mais il est mort. Et Sioran? Je lis beaucoup de livres de science-fiction. Ce sont des livres qui, de point de vue du langage, du point de vue littéraire, ne sont pas parfaitement soignés, mais elles nous présentent beaucoup d'idées qui nous inspirent. Je peux également dire que Wege Sebald, pendant plus ou moins 3 ans, a vécu à Fribourg. À la fin de ses études, il a déménagé de Fribourg allemand au Fribourg suisse. Et j'aime bien montrer sa maison à cette époque-là aux invités que je reçois. Et parfois, tu parles aussi des séries télévisées, des films. Est-ce que tu as le temps de regarder les films ou les séries télévisées? Oui, oui. Et tu dis que c'est aussi intéressant. Oui. Souvent, j'aime bien définir la littérature non seulement comme un texte qui prend la forme d'un livre. Pour moi, la littérature, c'est tout simplement
une histoire de base, un récit qui est raconté. Et il y a parfois toutes ces histoires qui existent par milliers. Et j'estime que nous racontons parfois les mêmes histoires, mais nous avons des points de vue différents. Nous éclairons ces histoires de façon différente. Et je pense que chaque époque aime bien sa manière d'éclairer ces histoires. On dit que, par exemple, au XIXe siècle, on attachait une importance énorme à l'honneur. L'honneur est un sujet de base chez Stendhal, Flaubert, Joseph Roth. Ensuite, au début du XXe siècle, la littérature a attaché une grande importance à la dignité humaine. À cette époque, on avait des guerres d'indépendance, tout changeait, les frontières se déplaçaient. Et je pense que la dignité a pris une grande importance. Et Albert Camus en parlait magnifiquement. Ses livres, pour moi, sont des œuvres qui soulignent le rôle d'une personne, d'un être humain dans le monde. Aujourd'hui, je ne sais pas exactement où nous en sommes, mais je pense que si nous assistons à ce phénomène où les gens aiment bien parler à la première personne, créer leur propre récit personnel, c'est peut-être une réaction à cette exclusion, cette injustice que nous vivons. Je ne sais pas ce que nous réserve l'avenir. Je ne sais pas de quelle manière nous allons raconter le monde, mais j'ai l'impression que nous rechercherons tous de façon de plus en plus intense, justement, le sens du monde. Nous vivons dans un monde où nous sommes interdépendants, où nos décisions influent sur les autres, leurs décisions influent sur nous. Et nous pressentons qu'il y a un certain ordre qui régit tout ça. Nous ne savons pas encore lequel. Mais peut-être la physique quantique est très proche de la solution. Donc j'ai une sorte d'intuition à ce sujet. Ce n'est pas très très clair, mais j'ai cette impression-là. Merci. Je sais que tu ne te limites pas seulement à l'écriture, mais que tu essayes de avoir aussi une activité de transmettre le savoir. Par exemple, il y a quelques années, tu as créé une fondation, la fondation d'Olga Tokarczuk. Peux-tu nous dire de quelle manière fonctionne cette fondation? Cette fondation a été créée, j'ai donné de l'argent à cet effet. La ville de Wrocław nous a aidés, nous a loué un beau bâtiment très grand. Et cette fondation a vu le jour dans un moment difficile, juste au moment où le parti Droit et Justice, PiS, a pris le pouvoir. Ils ont vraiment abîmé notre pays, ils ont tout particulièrement détruit l'éducation. Et cette fondation s'efforce justement de mener cette action éducative dans la société. Bien sûr, à sa petite échelle, car il s'agit d'une fondation qui n'est pas énorme. Et nous avons décidé de mettre en place un festival. Ce festival apparaissait justement sous ce gouvernement comme un festival de liberté de pensée. Le festival qui permettait d'aborder des sujets très difficiles. Et tous les ans, en juillet, chez nous, à la campagne, ce festival a lieu. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il s'agit
du plus grand festival de ce genre en Pologne. Et j'en suis très fière. Actuellement, mon influence sur cette fondation est minime car cette fondation tourne par elle-même, elle n'a plus besoin de moi. Oui, ce festival existait avant, mais lorsque nous avons pris en main ce festival, nous l'avons relancé, augmenté. Ce festival dure pendant 10 jours, c'est un énorme festival. Et notre fondation a aussi d'autres programmes. Par exemple, nous avons un programme que nous appelons l'université volante. Il s'agit ici d'actions éducatives qui abordent des sujets difficiles, justement, en province, où la culture n'a pas un accès aisé. Et moi, personnellement, j'attache une grande importance aux animaux. Ce qui me préoccupe, c'est leur situation, la manière de les traiter dans le monde. Et un autre sujet qui me tient à cœur, c'est bien sûr le féminisme, la place des femmes dans le monde. Et si j'ai bien compris, à l'université de Wrocław, il y a une entité qui s'appelle l'ex-centre Tokarczuk. Au début, ça m'a fait peur. Je pensais de l'ex-Yougoslavie, je pensais qu'il s'agissait d'un conflit. Mais peut-être tu vas nous expliquer de quoi il s'agit. Ce ex-centre a été créé à l'initiative de l'université. Je suis très reconnaissante à l'université pour cela. Tout un groupe de spécialistes universitaires ont voulu justement rendre hommage à mon goût pour l'excentricité. Cela est lié à justement ce narrateur tendre dont je parle souvent. Il voulait créer un endroit où les différentes idées excentriques peuvent se rencontrer, où les passionnés des sciences humanistes puissent discuter, pour qu'ils puissent sortir de ce carcan universitaire, pour qu'ils puissent parler librement et trouver des liens entre les différents secteurs. Mais à nouveau, tout ceci m'a échappé maintenant, c'est eux qui s'en occupent. Mais est-ce que toi, tu te rends souvent à des conférences qu'ils organisent? Oui. Tout dernièrement, ils ont organisé une conférence très intéressante sur l'Anthropocène. Malheureusement, je n'ai pas pu y assister parce que je n'ai pas été présente à Wrocław à ce moment-là. Et maintenant, je voudrais m'excuser, car bien évidemment, tu es une femme de lettres, tu n'es pas une politologue, mais je dois poser cette question car je m'intéresse vivement à la Pologne. Et je me rappelle qu'il y a quelques semaines, mes amis en Pologne étaient ravis du résultat des élections en Pologne. Qu'est-ce que tu en penses? Quel avenir nous attend? Est-ce qu'on aura un nouveau gouvernement qui sera mis en place? Et quand? Est-ce que l'atmosphère va changer dans ton pays? Oui, bien évidemment. Le nouveau gouvernement devrait être mis en place lundi. Il faudra vraiment sabrer le champagne. Nous attendons cet événement avec impatience. Nous savons que ce gouvernement a déjà été plus ou moins créé, mais il faut maintenant le confirmer et le créer officiellement. Et je pense que de nombreuses personnes en Pologne sont vraiment soulagées. Vas-y. Et ce n'est même pas la joie, c'est vraiment un sentiment de soulagement qu'on revient à la normale. Les cinémas préparent, j'ai lu aujourd'hui sur Internet que les cinémas en Pologne préparent des salles de cinéma gratuites qui vont retransmettre directement le débat du nouveau Parlement, de la nouvelle diète. Et cela reflète la joie et l'intérêt, le niveau d'intérêt dans la société. Et franchement, les débats dans la diète sont souvent meilleurs que des stand-upistes, des one-man shows. Et même ma mère, qui est maintenant une personne âgée, elle se fait un petit thé, allume la télé et regarde les débats parlementaires. Franchement, la société polonaise a beaucoup de résilience.
Et je suis également fière du fait que cela a changé de manière démocratique. C'était vraiment un changement de velours. Le jour des élections, j'étais à Athènes et j'ai fait la queue pendant 4 heures pour aller voter. Et il y avait des touristes qui avaient vraiment sacrifié un jour de leur congé pour être là debout dans la file d'attente pour aller voter. Et l'atmosphère était géniale, les gens chantaient. C'était très cordial et ça me rappelait beaucoup l'atmosphère des temps de Solidarność. Ce sentiment que nous étions proches et que nous avions beaucoup en commun. Merci Olga. Et je voudrais maintenant que le public ait l'opportunité de poser les questions. Moi, j'ai attendu 12 ans avant de pouvoir parler à nouveau avec Olga. Donc, je suis sûre qu'il y aura des questions. Donc, je vous prierai, si vous voulez, poser une question à Olga Tokarczuk, ou simplement faire signe et attendre le microphone, car sans microphone, les interprètes ne pourront pas traduire les questions. Je ne sais pas si moi aussi je mets un casque. Monsieur, okay. Madame. Oui. Merci beaucoup, Olga, de partir tes jolies pensées. Comme jeune écrivaine, ça m'aide beaucoup. J'ai eu 2 questions. La première, tu n'as pas mentionné une seule femme écrivaine qui t'inspire. Peut-être que tu me peux donner 2 suggestions. Et la deuxième question, c'est le contenu de ton nouveau livre que tu as écrit ici pendant les derniers mois. Peut-être que tu peux trahir un peu quelque chose. Merci, Florine, pour ces questions. Pour ce qui est des écrivaines, il faudrait que je les nomme, mais il y a beaucoup moins de femmes dans la littérature. Et parmi les écrivains classiques, il y en a vraiment extrêmement peu. Moi, je n'ai jamais adoré Virginia Woolf. Mais j'ai été inspirée en écrivant sur les ossements des morts parce que j'étais très inspirée par Laura Carrington. Et je suis sûre qu'il y a d'autres écrivaines qui sont un peu en marge. Je ne veux pas me forcer à en citer juste pour la forme. Mais dans les livres de Jacob, par exemple, je parle de Elżbieta Drużbacka, une grande poétesse baroque polonaise, qui était la première dans la littérature polonaise à pratiquer la poésie lyrique, très personnelle, très tendre. Et elle est absente des manuels de littérature polonaise. Donc, je lui ai redonné sa voix et un corps dans mon livre. Pareil pour Kosakowska, Maria Kundzewiczowa, une excellente écrivaine polonaise. Paula Gojaczyńska avait écrit des livres qu'il faudrait rééditer. Et il faudrait lire parce qu'ils sont tellement modernes et ils disent tellement de choses sur la Pologne d'entre les 2 guerres, plus peut-être que n'importe quel autre écrivain. Mais ce n'est pas de ma faute s'il n'y a pas autant de femmes écrivaines que d'hommes. Ah, et la deuxième question. Oui, la deuxième question. Alors, ce dernier livre, ce dernier grand livre, un livre épais, oui. Alors, ce livre parle d'une période fascinante dans l'histoire polonaise, dans l'histoire de l'Europe centrale et dans mon histoire personnelle. Peut-être vous ne savez pas tous qu'après la Deuxième Guerre mondiale, la Silésie, donc cette grande région au sud de la Pologne, avait été complètement dépeuplée.
Donc les quelques millions d'Allemands qui y habitaient avaient été chassés et ces villes complètement vidées, ces villes ont été vidées et on y a installé les gens qui, eux, avaient été chassés de ce qui est l'Ukraine actuelle. Et donc, la Silésie avait accueilli à ce moment-là des millions de réfugiés, on pourrait dire des réfugiés de l'Europe centrale, ceux qui venaient de l'Ukraine, mais ceux aussi qui venaient de la montagne, des centaines, des milliers de Juifs qui avaient survécu, surtout en Russie profonde, et qui sont revenus et se sont installés en Silésie. Et puis également des immigrés français et de Westphalie, donc des Polonais qui avaient émigré. C'était des immigrants économiques et qui revenaient, souvent ils étaient communistes ou ils étaient juste nostalgiques de leur pays maternel et qui revenaient et on les installait de force là. En 1948, on y installait également des Grecs qui avaient fui la guerre civile grecque. Donc la Basse-Silésie était constituée d'un mix de peuples fascinants, des gens qui se sont retrouvés tous dans un endroit complètement inconnu. Ils ne se connaissaient pas et il y avait ce besoin urgent de créer une nouvelle société. Et personne n'avait jamais décrit ces événements dramatiques dans la littérature mondiale ou dans la littérature polonaise. Et ça m'avait toujours étonné. Comment c'est possible? Nous avons cette histoire avec ces expériences universelle, humaine, et personne n'en a parlé. J'y ai pensé pendant longtemps et je me suis dit, si moi je ne l'écris pas, qui le ferait? Moi, je suis native de la Basse-Silésie. Mes grands-parents faisaient partie de ces réfugiés, donc je pense que je connais plus dans la matière que par exemple un écrivain de Varsovie. Et en commençant à écrire ce livre, j'ai senti à quel point cette histoire est fascinante et comment je peux mener cette histoire dans cette direction dont j'avais parlé avant. Donc, il n'y a pas, dans un certain sens, d'histoire individuelle. Toutes les histoires individuelles sont entretissées entre elles. Il est difficile parfois de savoir où finit l'histoire de quelqu'un et commence l'histoire de quelqu'un d'autre. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir sur la manière de raconter et qui sera le narrateur. Et donc voilà, les 4 semaines que j'ai passées à Montrichet m'ont permis de mettre tout ça dans l'ordre. Et donc je reviens en Pologne avec un ordinateur bien rangé et avec une vision très claire comment tisser ce tapis qui sera constitué de beaucoup d'histoires qui seront toutes liées entre elles. Oui, je suis contente, mais je pense que j'ai besoin d'encore 2 ans. 2 ans, bon, on te souhaite beaucoup de santé alors. Bonsoir, merci. Désolée pour mon français, mais je suis argentin. Mais j'essayerai de vous demander pour Leonora Carrington avec Remedios Varo, les deux sont praticiens de l'alchimie. Alchimie dans les arts, sont les pinteurs et tout ça. Et je me demande si vous, comme psychologie et comme écrivain aussi, ce mélange très intéressant. Je pense que peut-être il existe en alchimie de la création que peut-être c'est possible pendant la nuit, et quand on rêve, quand on rêve pendant le rêve. Je me demande si pour vous la question d'écrivain, de l'écriture, c'est comme un rêve.
et comme quelque chose de similaire comme l'état d'enseignante, d'une personne qui est en train de soigner. C'est ça, c'est compris. C'est compris, oui. Non, non, je vous ai très bien compris grâce à l'interprétation. Je suis convaincue que les gens, les femmes, les hommes, les personnes trans, lorsqu'ils écrivent, il y a un état de conscience très particulier qui se crée, de mémoire très particulière. Je pense que c'est une conscience très large, mais pas forcément très profonde. Une bonne écrivaine, un bon écrivain doit s'intéresser à tout. À commencer par la physique quantique, en passant par l'alchimie, jusqu'au jardinage biodynamique. Parce qu'il n'y a que cette conscience qui donne assez de courage pour affronter différents thèmes sans avoir peur de nous casser la figure sur un mur en verre. Donc, je pense que nous sommes nombreux écrivains à avoir cette conscience étendue, mais peu profonde. Donc, oui, l'alchimie, c'est quelque chose qui m'intéresse. La psychologie, c'est quelque chose qui m'intéresse. La psychothérapie. Et des bizarreries excentriques diverses et variées, parce que souvent, j'y trouve le début de quelque chose de nouveau et pas évident. Et puis pour ce qui est de Leonora Carrington, je pense que c'est un bon exemple que les femmes, souvent dans la culture, dans la littérature, doivent être un peu excentriques pour pouvoir remplir leur potentiel, parce qu'elles doivent dépasser leur féminité. Et donc cette excentricité que j'aime tant s'applique plus particulièrement aux femmes. Oui, une question, le monsieur. Je voulais simplement dire merci, Olga, et pas poser de questions, et conseiller à les gens qui sont là que quand vous entendez que cette femme, cette écrivaine dit « J'écris pour toutes les occasions », elle nous a écrit une histoire que vous pouvez lire de ce temps de l'Avent maintenant, sous l'arbre de Noël. Ça s'appelle Bardo, la crèche. C'est une histoire qui est idéale à lire en famille. Et je vous remercie beaucoup pour cette très belle histoire sur la crèche de Bardo, de cette femme courageuse qui l'a construit, qui perd sa vie autour de cette crèche. Merci. Bardzo dziękuję za to polecenie. Merci beaucoup pour cette recommandation. Pour moi, Praviek est un livre de jeunesse. Je l'ai écrit il y a très longtemps, mais ce livre, on pourrait dire, est un projet que j'ai ensuite traduit en différentes œuvres. En fin pour notre discussion. In Polish, please. Oh, przepraszam. Świetnym podsumowaniem. Oui, pardon. Je pense que c'était une excellente manière de clore notre session. Je te remercie encore une fois. Et encore une fois, je suis vraiment admiratif et impressionné par le débat avec toi. Merci. Et maintenant, je sais sur quoi tu travailles, donc j'attends et je croise les doigts. Oui, je croise les doigts et je suis convaincue que tout le monde dans le public croise les doigts. Et voilà, on te laisse travailler. Maintenant, encore un peu de travail. Donc vous êtes bien sûr toutes et tous invités
Il y aura une séance de dédicace, il y a une vente de livres organisée et il y aura probablement aussi la possibilité de poser d'autres questions. Będzie też możliwość trochę wymiany i mały aperitif, jak się tutaj to nazywa. Jeszcze raz dziękuję i je vous remercie d'être venu. Moi, je suis très, très reconnaissant d'avoir pu contribuer à cette soirée avec toi. Dziękuję Dziękuję bardzo.